Compose, épisode 35. Jamais je me suis dit un jour, je vais finir mon CESS, donc je vais finir ma réto, et puis après je vais faire des options artistiques. Pour moi, c'était impossible parce que c'était pas faisable et qu'en effet, en fait, moi je me disais mais je vais jamais en vivre et ça va être compliqué. Et en fait, il faut moi-même en fait me trouver une certaine stabilité. Et en fait, c'est parce que je pense qu'on est tellement pas au courant de en fait comment est-ce que ça fonctionne vraiment. Alors oui, en effet, au niveau financier, c'est quand même un peu une galère, mais c'est une passion en fait avant tout. Et donc c'est vrai que cette phrase un peu de connasse qu'on a l'habitude d'entendre sur Instagram, tu ne travailles pas si tu aimes vraiment ce que tu fais. C'est ça en fait, vraiment le stand-up, c'est vraiment ça quoi. Et on est tous des connasses et des connards à jouer et à apprécier vraiment ce qu'on fait. Mais au final, c'est ça. Mais je me voyais pas du tout, j'imaginais pas. Et là, même encore maintenant, comme tu disais, je suis prof, on en parlera peut-être après. Là maintenant, c'est encore un choix qui est difficile où je me dis, est-ce que j'ose me lancer complètement ou est-ce que j'arrête mes conneries et que je trouve une stabilité. Et c'est très compliqué à savoir. Cette semaine, je suis heureuse de recevoir Oriane Garcia. Oriane, elle est humoriste et elle rôde en ce moment son premier spectacle. Ensemble, on a parlé du message qu'elle a envoyé à Guillermo Guise et qui l'a fait rentrer dans le milieu de l'humour, de sa première scène, de ses cours d'art d'expression lorsqu'elle était plus jeune, du fait qu'elle ne s'imaginait pas en faire un métier, de l'agressivité dont elle pouvait faire preuve en n'étant pas à l'aise à ses débuts, de son TDAH, trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité, dont elle a envie de parler sur scène, de sa relation avec ses élèves puisqu'elle est aussi prof d'anglais, de ses prochaines envies. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci, Oriane, d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Je t'en prie, merci à toi de m'inviter. Tu es donc humoriste et aussi prof, mais on va parler d'abord de l'humour. Comment est né en fait ton intérêt pour l'humour ? Je pense que c'est un peu comme tous les humoristes, toutes les humoristes, c'est avoir passé beaucoup trop de temps sur YouTube à regarder des sketchs d'humoristes connus. Et en fait, moi ici, dans ma position et là où j'habitais, donc à Bruxelles, j'avais vraiment pas l'impression que c'était quelque chose qui était connu en Belgique. Et donc je ne savais pas du tout en fait comment c'était possible d'y accéder. Mais c'est vraiment en voyant énormément sur Internet, quoi. Je connaissais pas du tout en live, j'avais jamais rien vu d'humour. Et c'est aussi bien évidemment les DVD de Gad Elmaleh et Florence Foresti quand j'étais plus jeune qui m'ont complètement fait baigner dans l'humour depuis petite et en grandissant encore sur YouTube, sur Montreux et tout ça. Et du coup, quand est-ce que tu as été voir un spectacle en vrai pour la première fois ? C'est en fait quand j'ai commencé à connaître Guillermo Guise sur Internet, je me suis rendu compte qu'en fait il faisait des cartes blanches à l'époque au Kings of Comedy Club ici à XL. Et en fait, j'ai offert une place à mon meilleur pote parce qu'il était aussi fan de Guillermo Guise. Et on est parti, on est allé voir Guillermo Guise donc au Kings of Comedy Club. Et en fait, j'en parlais justement aussi dans l'autre podcast, mais je suis rentrée dans le Kings et en fait, la première personne que j'ai vue, c'est Guillermo Guise. Et ça m'a assez impressionnée parce que j'étais là, ouais, mais en fait... il y a une proximité de fou en fait, c'est vraiment parce que moi je le voyais que à travers des écrans et tout ça, donc il y a quand même un peu ce truc de on devient un peu fan quoi, et on le voit directement en vrai et on se dit ouais c'est fou. Et donc je me suis dit en fait vas-y, là il fait des cartes blanches avec des humoristes qui viennent de Bruxelles apparemment, avec des humoristes qui viennent de France, donc c'est à dire qu'il y a moyen quand même de commencer quoi. Et donc je lui ai envoyé un message sur Instagram vraiment 5 minutes avant de partir au taf. J'avais arrêté les études à l'époque, donc j'étais vraiment dans une grande phase de qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Juste avant de partir pour le taf, je travaillais comme serveuse à l'époque. Je me dis, allez, c'est quoi, envoie-lui un message qui ne tente rien à rien. Et j'envoie un message, je vais au travail, et puis à un moment, pendant ma pause, je vois qu'il me m'a répondu et qu'il me propose carrément de venir au Kings. Pendant l'une de ces cartes blanches pour rencontrer des gens. Et je lui dis, oui, mais en fait, tout est complet, donc c'est compliqué de prendre une place, quoi. Il fait, non, mais tu viens gratuitement. Et j'étais là, mais attends, mais est-ce que tu es vraiment Guillermo Guise? Est-ce que tu es un arnaqueur et que tu vas me demander un code avec mon GSM? Je ne sais pas, quoi. Et donc, je suis allée, et en fait, en y allant, j'ai rencontré Nikos et Bénin, qui étaient déjà des humoristes qui jouaient déjà beaucoup avec la plateforme du What the Fun. Et en parlant avec eux, ils m'ont parlé du What the Fun, bien évidemment, et tout s'est très
très vite passé en fait par la suite, parce qu'en effet j'ai envoyé un message au What the Fun, très vite ils m'ont fait jouer sur une de leurs scènes, et en fait très vite je suis rentrée dans ce mouvement-là. Je dis très vite, et en même temps j'ai eu ma première scène en mai 2019, c'était le 13 mai 2019, et puis j'ai joué pour la deuxième fois seulement, c'était je pense le 19 septembre 2019, donc il y a eu quand même bien 4 mois d'écart entre les deux, mais en fait très vite ça s'est enchaîné. Bon, il y a eu le Covid aussi entre, mais je suis rentrée très vite grâce à Guillermo Moguise et le fait d'avoir rencontré des personnes qui étaient déjà dans le What the Fun, et le What the Fun qui était déjà une plateforme relativement importante déjà dans le stand-up bruxellois. Mais c'est assez fou que tout démarre comme ça et qu'en plus ce soit Guillermo qui te réponde, quoi. En envoyant ce message, en fait, tu t'attendais quoi? T'espérais quoi? Mais en fait, j'espérais qu'il m'envoie un message pour me dire voilà en fait comment c'est possible, et d'un autre côté je m'attendais pas à ce qu'il m'aide autant, et en fait je m'attendais même pas en fait à ce qu'il me réponde en fait tout simplement, parce que moi vraiment je pensais qu'il allait me dire voilà, il y a des scènes ouvertes à tel endroit, envoie un mail. Et moi j'étais là, autant j'aime pas qu'on me dise ce qu'il faut que je fasse, autant j'adore qu'on me dise ce qu'il faut que je fasse, et donc là pour moi ça aurait dit tout et rien en même temps. Et en fait, là, vraiment, le fait de m'avoir permis de rencontrer directement des gens, en fait, c'est ça. La deuxième fois où j'ai été au Kings of Comedy Club, j'ai rencontré des gens. Je parle de ça, c'était je pense que j'ai été en avril, et en mai, j'étais sur une scène du What the Fun, quoi. Donc, ça a été vraiment, ça a été très, très rapide. Mais je m'attendais à rien, en fait, au final. Et en même temps, je m'attendais un peu à ça. C'est très bizarre. Je suis très contente, en tout cas, du résultat. Et comment tu l'as vécu, alors, cette première scène? C'était vraiment fou. J'avais eu 6 minutes, parce qu'évidemment, première scène, on sait pas qui tu es, on sait pas ce que tu vaux. J'ai eu 6 minutes dans un bar où on jouait à l'époque avec le What the Fun qui s'appelait La Boule Rouge, et c'était vraiment incroyable parce que j'avais des amis évidemment qui étaient venus, et j'avais écrit un texte et j'étais très stressée parce que j'avais écrit un texte pendant plusieurs jours, et puis le dimanche matin, je réouvre mon texte et là je me rends compte que j'aime rien du tout, et donc j'ai tout supprimé, j'ai tout recommencé, et le lendemain j'étais sur scène et je me chiais dessus littéralement. Vraiment, j'étais vraiment pas bien du tout. Et je suis montée avec mon texte dans les mains, et en fait au final j'ai pas regardé une seule fois mon texte, et je me souviens que j'avais vraiment eu je m'étais sentie en fait très à l'aise, en même temps très très mal à l'aise. Physiquement, je tremblais beaucoup, j'avais vraiment très peur. Mais en fait, sur scène, parler devant des gens, j'en avais vraiment rien à faire, quoi. C'était vraiment très naturel pour moi. J'ai fait pas mal de cours de théâtre, et j'étais en art d'expression quand j'étais plus jeune. Donc tout ce qui est aussi l'improvisation et tout ça, je connais un petit peu, et j'adore l'exercice de l'improvisation. Donc je me suis sentie vraiment très à l'aise sur scène, et en même temps le stress quand même d'être sur scène, et en fait j'étais quand même consciente que mon but c'était de faire rire des gens, et que donc si les rires il n'y avait pas, j'allais juste me liquéfier. Mais ça s'est très bien passé. Franchement, c'était une très bonne première scène. J'ai eu des bons échos, donc ça m'a pas mal valorisé, ça m'a un peu boosté mon ego, et ce qui m'a donné envie de continuer. Je pense que vraiment et puis moi-même j'étais satisfaite de ce que j'avais fait le jour même, donc j'étais très contente après cette scène. Excellent. Et quand tu faisais du théâtre et de l'expression avant, enfin de l'impro aussi, tu t'imaginais transformer ça d'un point de vue professionnel, ou c'était juste une passion? C'était une passion, j'adorais ça, mais en fait pour moi ça me paraissait impossible en fait. Autant j'ai pas du tout grandi, je suis la cadette d'une famille de 5 enfants. On a grandi les 5 enfants dans une famille avec les 2 parents toute notre vie. Donc on n'a jamais eu cette éducation. Nos parents nous ont jamais obligés à quelque chose. Ils ont toujours été très ouverts sur nos études et tout ça. Donc toujours, ça reste quand même toujours des parents. Ils recherchent quand même toujours une certaine stabilité derrière une certaine stabilité chez leurs enfants. Mais ils nous ont jamais poussés dans rien. Et c'est vrai que j'y pensais juste pas en fait, je pensais juste pas que c'était possible, même si je savais que mes parents pouvaient éventuellement me pousser là-dedans. Ma sœur a fait une option danse en secondaire. Je pense qu'il y a très peu de parents qui donnent vraiment beaucoup de crédit dans une option danse. Et tu fais de la danse contemporaine, de la danse classique, et en fait ça a tellement apporté à ma sœur pendant les secondaires.
Moi, j'ai été en latin, ils m'ont poussé un peu à faire du latin parce qu'ils pensaient que c'était mieux pour moi. Au final, quand je suis passée en art d'expression, ils étaient très contents aussi. Moi, ça me plaisait beaucoup, mais vraiment, jamais je me suis dit un jour, en fait, je vais finir mon CESS, donc je vais finir ma réto, et puis après, je vais faire des options artistiques. Pour moi, c'était impossible parce que c'était pas faisable et qu'en effet, en fait, moi, je me disais, mais je vais jamais en vivre et ça va être compliqué. Et en fait, il faut moi-même en fait me trouver une certaine stabilité. Et en fait, c'est parce que je pense qu'on est tellement pas au courant de en fait comment est-ce que ça fonctionne vraiment. Alors oui, en effet, au niveau financier, c'est quand même un peu une galère, mais c'est une passion en fait avant tout. Et donc c'est vrai que cette phrase un peu de connasse qu'on a l'habitude d'entendre sur Instagram, tu ne travailles pas si tu aimes vraiment ce que tu fais. C'est ça en fait, vraiment le stand-up, c'est vraiment ça quoi. Et on est tous des connasses et des connards à jouer et à apprécier vraiment ce qu'on fait. Mais au final, c'est ça. Mais je me voyais pas du tout, j'imaginais pas. Et là, même encore maintenant, comme tu disais, je suis prof, on en parlera peut-être après. Là maintenant, c'est encore un choix qui est difficile où je me dis, est-ce que j'ose me lancer complètement ou est-ce que j'arrête mes conneries et que je trouve une stabilité. Et c'est très compliqué à savoir. Et tu avais parlé de quoi pour cette première scène? Mais donc, quand tu as réécrit tout ton texte, tu voulais parler de quoi? Alors, je ne me souviens absolument plus de ce que j'avais écrit au début. Je pense que j'avais écrit un bête storytelling. Donc, un storytelling, c'est le fait de raconter une histoire tout simplement. Et en fait, écrire un storytelling, oui, c'est très bien. C'est un humour que je fais encore actuellement. Mais en fait, pour faire un storytelling, il faut faire des blagues. Sinon, ça devient juste une conférence chiante d'une meuf qui tremble sur scène. Donc, vraiment, c'est pas fou. Et je pense que j'avais fait un bête storytelling et qu'en fait quand j'ai relu le dimanche matin, en fait je me suis rendu compte que c'était plat, il y avait pas je me voyais pas en fait moi-même rigoler à ce genre de truc. Je me disais mais il y a pas de vanne en fait. Et donc j'ai tout réécrit et si je me souviens bien, le texte de ma première scène, c'était en fait énormément d'autodérision en fait. Je me suis énormément critiquée parce que je me suis rendu compte que je ne savais pas faire des vannes sur autre chose. Parce que je ne connais pas assez les autres choses et donc j'arrive pas à en rigoler parce que je m'y connais pas assez. Quelque chose sur lequel je m'y connais un minimum, c'est moi-même, et du coup je me permets moi-même de me vanner. Et en fait je me suis rendu compte que très vite ça a été mon humour en fait, de faire des vannes sur moi et de me prendre moi-même comme sujet. J'écris très peu sur ce qui m'entoure. Mon humour est très égoïste, très égocentrique, mais c'est comme ça que je me sens le mieux en fait. J'arrive pas à écrire sur des autres trucs et je pense que c'est ça mon premier 6 minutes, c'était je me souviens par contre d'une de mes vannes où je racontais une anecdote justement dans le resto où j'avais eu une super bonne répartie et à quelqu'un avec un client et j'avais raconté ça sur scène et ça avait vraiment bien fonctionné et tout ça. Donc c'est un peu là où je me suis dit ok, c'est ça, il faut que je raconte des trucs qui me sont vraiment arrivés, parce que si ça m'est vraiment arrivé, ça peut vraiment être drôle parce que je le dis vraiment avec la conviction que je l'ai vécu, parce que je l'ai vécu. Et je pense que c'est ça aussi où les gens se reconnaissent un petit peu parfois. Et parfois, j'ai des publics qui ne se reconnaissent pas du tout dans ce que je raconte. Et il y en a d'autres qui se reconnaissent vraiment. Et c'est là où je vois le public que je vais le plus faire rigoler, ou pas. Et ceux qui je ne fais pas rigoler, je me dis, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas la même perception ou quoi que ce soit. Donc voilà. Peut-être un peu pour me dédouaner du fait que parfois, je fais des blagues pas drôles. Hein. Et justement, dans la vraie vie, entre guillemets, hors scène, tu es une personne drôle, t'étais celle qui fait rire sa bande de potes et tout ça? J'ai toujours été un peu celle qui adore raconter des histoires. Aussi, c'est ça, je suis la plus petite d'une famille de 5 enfants, donc j'ai toujours eu un peu ce besoin d'attention sur moi. Et j'ai toujours été, c'est vrai, dans mes groupes d'amis, toujours un peu celle qui se fait un peu le clown. En classe aussi, ça allait. En classe, j'étais une bonne élève, mais certains profs savaient très bien que j'avais souvent ce truc de si en classe je me mettais à travailler, souvent tout le monde se mettait à travailler, et si moi j'avais décidé qu'aujourd'hui ça allait être un petit peu la foire, aujourd'hui ça allait être un petit peu la foire. Mais je pense je pense que juste je sais pas comment arriver à la fin de cette phrase.
Bah ouais, non, je pense que j'ai toujours un peu fait rire, sans le vouloir et en regrettant souvent beaucoup par après. J'ai beaucoup regretté parce que j'adore parler, j'adore raconter des choses et puis après, souvent je regrette d'avoir raconté des choses ou quoi que ce soit. Mais bon, tant que j'ai fait rire, ça va. Et sur scène, t'as des regrets aussi ? Ouais, sur scène, évidemment. Il y a des fois où, et surtout au début, à mes débuts, j'avais vraiment un mécanisme de défense. Je dis sur scène, j'en parle un petit peu du fait que je suis agressive. Les auditeurs, parfois... ne vous sentez pas offensé si vous avez l'impression parfois que j'ai une voix agressive. C'est vraiment, j'ai l'impression que j'ai un ton de voix qui est très agressif et j'ai une façon de parler qui est très agressive. Et sur scène, ça a été très compliqué au début parce qu'en fait, je suis déjà de base un petit peu agressive dans ma façon de parler. La plupart du temps, je n'ai absolument pas du tout cette volonté d'être agressive, mais j'ai vraiment cette façon de parler. Le problème, c'est que sur scène, en plus d'avoir cette façon naturelle de parler, eh bien en fait quand je me sentais pas à l'aise, ça ressortait d'autant plus. Ouais. Et donc ça m'arrivait souvent en fait de juste être désagréable avec un public parce que en fait moi-même je n'étais pas à l'aise. Et il m'a fallu un peu de temps pour m'en rendre compte, il m'a fallu les bonnes personnes pour me faire les bonnes remarques et en fait je me suis rendu compte que comment est-ce que je pouvais ne plus être agressive ? En fait c'était simplement être le plus à l'aise sur scène et donc en fait accepter le plus le fait d'être moi-même et j'arrive absolument pas à être quelqu'un d'autre sur scène que quand je suis pas sur scène. Je suis très moi-même, je suis incapable de commencer à masquer qui je suis ou quoi que ce soit, incapable, ou du moins pas plus de 2 minutes. Donc c'est juste j'ai accepté ça et maintenant ça m'arrive aussi d'avoir des scènes où moi je m'amuse, j'ai passé le meilleur 10 minutes de ma vie, vraiment, j'ai eu des fous rires à en pleurer sur scène. Et au final, je sais que il y a peut-être un tiers de la salle qui m'a suivi, quoi. Le 2/3, ils étaient là, mais sors de là, quoi. Vraiment, passe au suivant, parce que mais moi, je passais vraiment un très bon moment. Et en fait, c'est ça. Maintenant, j'ai appris à moi, parfois, je passe des bons moments, et parfois, je passe pas des bons moments, mais le public passe quand même un bon moment, et c'est vraiment juste, gérer tout ça, mais j'ai regretté beaucoup de choses quand j'ai commencé, la façon dont je parlais ou la façon dont j'amenais certaines vannes ou quoi que ce soit. J'ai beaucoup regretté, mais je pense que c'est un travail sur la durée, quoi, et c'est beaucoup de réflexion sur soi. Mais je pense qu'il faut être ouvert et, comme je disais, avoir des bonnes personnes qui font les bonnes remarques pour vraiment permettre de se rendre compte, en fait, sur quel chemin il faut se rediriger, quoi. Ouais. Et justement, comment t'as travaillé pour diminuer ça ? Alors je serais incapable de dire comment est-ce que j'ai travaillé ça. Je pense que c'est vraiment juste avec l'expérience, le fait de monter encore et encore et encore et encore sur scène et en fait de plus en plus avoir confiance en moi aussi et de me dire que oui, parfois mon delivery n'est pas bon. Donc parfois la façon dont je raconte mes vannes n'est pas bonne et donc c'est pour ça que les gens rigolent pas. Mais ça, l'accepter en fait, pas pouvoir sortir de scène et ne surtout pas être cet humoriste qui dit le public était nul, quoi. Ah oui. Non, le public était pas nul, c'est juste toi qui a mal donné tes vannes. Après, je dis pas, j'ai pas envie non plus d'être cet humoriste qui pour moi, c'est vraiment tous les publics sont bons et tout ça. Non, il y a des publics qui ne sont pas adaptés à du stand-up, il y a des publics qui n'ont jamais vu du stand-up, il y a des publics qui n'ont pas les codes et même s'ils passent une bonne soirée, ils n'ont pas les codes du stand-up et donc pour l'humoriste, c'est très compliqué de suivre. Quand il n'y a pas une ambiance, quand il n'y a pas le dynamisme du stand-up, l'humoriste peut vraiment passer un très mauvais moment. Alors que le public passe au final un bon moment parce qu'en fait c'est marrant en fait ce qui se passe, mais c'est juste qu'il n'y a pas cette dynamique et pour l'humoriste il y en a vraiment besoin et donc je pense que on en parle souvent que le stand-up c'est du 50-50, c'est 50% le public, 50% l'humoriste et je pense que c'est ça, moi il y a des moments où tu vis un mauvais moment, mais tu sais que le public, au final, il passe un bon moment et donc, du coup, ça se passe. Et il y a des fois où c'est l'inverse, où en fait, c'est toi qui passes vraiment un bon moment et tu sens que le public, ça va pas. Et puis, il y a évidemment des moments où toi, t'aimes pas ce qui se passe, le public n'aime pas ce qui se passe, il y a personne qui aime ce qui se passe. Et il y a des fois où c'est l'inverse. Toi, tu kiffes, le public kiffe, c'est incroyable et tout se passe bien, quoi. Tu ressens vraiment... comment tu te sens, en fait, quand tu ressors de scène et que ça s'est trop bien passé, justement, que tout le monde a kiffé ? C'est très satisfaisant et j'ai une grande tendance à ne pas voir les choses et à avoir vraiment une petite voix intérieure qui me dit souvent fais gaffe, genre ne vois pas trop grand ou quoi que ce soit, qui a tendance un petit peu à me rabaisser, donc ça c'est un peu compliqué, mais je pense que j'ai quand même ce sentiment quand je sors de scène. Là, ici, j'ai joué à Liège il y a pas longtemps. Lundi, ici, j'ai joué à Liège. Et c'était incroyable, quoi. Je suis sortie de là et en fait, tu ressors vraiment de là en disant mais c'est trop fou, quoi. C'est trop fou de se dire que là, il y avait 150 personnes qui
qui sont là et qui rigolent au final à ce que tu dis. Bon, je dis pas que les 150 rigolaient évidemment, hein, mais il y a vraiment, et on sent qu'on fait rire et c'est, je sais pas, c'est très gratifiant quoi. C'est très gratifiant. Il y a pas, ouais, je pense que c'est juste le mot, c'est gratifiant et ça fait du bien quoi. Et ça donne envie de continuer, ça c'est clair. C'est quoi la plus grande salle que tu as fait jusqu'à présent? C'est combien de personnes? La plus grande salle que j'ai faite jusqu'à présent, c'est en première partie de Guillermo Guise à Arlon, je pense, et c'était 800 personnes. Ouais, pas mal. 800 personnes. Les droits d'auteur étaient vachement sympas. C'est clair. Non, 800 personnes. Mais c'est grâce à lui où j'ai fait les plus grandes salles. Je pense que la première où j'ai fait, c'était 200. Puis ça a été 400 ou 600 et puis 800. Donc en fait, il m'a vraiment fait step up en 3 premières parties et c'était incroyable. Vraiment, c'était fou. Et comment ça se passe justement? Comment il fait appel à toi pour sa première partie? Alors ça passe beaucoup par soit l'humoriste contacte les humoristes et demande ben voilà est-ce que par hasard je pourrais faire une de tes premières parties à un moment ou quoi que ce soit et l'humoriste lui dit directement ben voilà si jamais tu veux j'ai telle place. Soit parfois c'est l'humoriste en tant que tel qui a son spectacle et qui vient contacter des autres humoristes, alors soit via les réseaux sociaux, là en l'occurrence en tout cas on peut communiquer par WhatsApp aussi avec Guillermo Guise. Donc c'est ça, c'est souvent un petit message et il me dit ben voilà j'ai quelques dates où j'ai une tournée là ici à Bruxelles, je t'en propose plusieurs, dis-moi laquelle tu veux et alors il en dit tu en prends une ou tu en prends deux et ce genre de choses et en fait on choisit et c'est ça qui est vraiment chouette avec ce genre de principe là, c'est que mais en fait on sait à partir d'un moment que si c'est l'humoriste qui vient vers nous pour nous dire voilà j'ai besoin de première partie et qui nous demande à nous, il y a une vraie satisfaction aussi de se dire en mode en fait ça veut dire que tu me fais assez confiance parce que même si la première partie bon ok les gens ils ont payé pour voir Guillermo Guise, mais moi personnellement si un jour je joue devant 800 personnes, je n'ai pas envie de présenter en première partie quelqu'un qui me fait pas rire ou quelqu'un qui en fait va juste pas mettre mon public dans un bon mood. Là actuellement j'ai un spectacle, je mets à chaque fois des humoristes qui me font quand même un minimum rigoler et où j'ai envie que si éventuellement mon public a envie de les suivre, que ça me ferait plaisir qu'ils puissent les suivre ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que là, il y a quand même une certaine relation de confiance qui s'installe et c'est vrai que c'est un vrai cadeau, quoi. Donc c'est très agréable en tout cas quand on demande une première partie. Après, j'ai fait aussi des premières parties de Dena. Aussi, Dena, ça a été incroyable aussi. J'en ai fait vraiment beaucoup. Et InnoJP aussi, j'en ai déjà fait une. J'en refais une là ici, semaine prochaine, justement pour OTTO. Donc, oui, non, c'est toujours un bonheur de faire des premières parties pour des grands humoristes et pour certains, nous, en fait, ça devient aussi un petit peu des potes aussi au final, où c'est chouette de passer du temps avec eux aussi. C'est clair. Et du coup, tu en parlais, tu as ton premier spectacle là, qui est en rodage au Kings of Comedy Club. Yes. Comment t'es arrivé jusqu'à ce premier spectacle? Comment tu l'as construit? Je l'ai construit, je pense, un peu comme de façon normale, on va dire ça. J'ai rodé beaucoup de textes, j'ai écrit beaucoup de textes. J'ai pas écrit tellement que ça, mais j'ai rodé beaucoup de choses. Et puis en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure des mois que en fait, je me rendais compte que je parlais souvent de la même chose et qu'il y avait quand même un peu vachement une ligne directrice dans ce que je racontais et qu'en fait, je pouvais carrément en faire 1 heure et en fait très facilement faire matcher mes sketchs les uns avec les autres parce qu'en fait ça, si on regarde ça de plus loin, on voit quand même vraiment une grosse relation, vraiment des vraies relations entre les sujets. Et puis j'ai un peu angoissé et puis il y a un moment où je me suis dit j'y vais, je pense qu'il faut que je me mette la pression et il faut que j'y aille et donc j'ai contacté Cédric du Kings of Comedy Club. Et je lui ai dit, j'aimerais bien faire un rodage, j'aimerais bien commencer mon 1 heure en rodage. Est-ce que par hasard, tu veux bien m'accepter une fois, me donner la possibilité de le faire une fois au moins. Et en fait, il m'a donné 3 dates directement. Et 6 mois après, évidemment, pour laisser le temps aussi que tout se passe bien. Et donc, 6 mois après, j'ai eu mes 3 dates. Je les ai faites, c'était complète. Enfin, les 3 étaient complètes. Ce qui a donc un petit peu aussi motivé de mon côté à continuer et à en rajouter d'autres. Du côté du Kings of Comedy Club, où ils se sont dit, il y a peut-être un potentiel pour le prolonger. Et donc, on l'a prolongé, en effet. On a rajouté 6 dates de janvier à juin, 1 par mois. Et donc, c'est toujours un dimanche à 20h au Kings of Comedy Club. Belle promo. Merci beaucoup. Et du coup, maintenant, c'est la partie vraiment rodage. Donc, ça veut dire que à chaque fois que tu joues, il y a des trucs qui peuvent changer et tu réécris des parties, etc. jusqu'au spectacle vraiment final? Oui,
Alors exactement, là ici pour le moment je l'ai déjà joué 4 fois. Entre les 4 fois il y a déjà eu des petites modifications, évidemment dans le sens des transitions, parfois des vannes qui ont été rajoutées ou des vannes qui ont été supprimées carrément. Il y a eu déjà quelques petites modifications et là je suis dans un bazar pas possible parce qu'en fait je me rends compte que toute la trame de mon spectacle, moi qui pensais avoir une ligne directrice, est en fait une vraie ligne directrice, et dans le sens où je me suis fait diagnostiquer il y a quelques mois du TDAH, donc le trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité bien évidemment, sinon c'est pas marrant. Et en fait, je me rends compte que tout ce que je raconte dans mon spectacle, en fait, a un lien avec le TDAH. Et je suis un peu en train de me rendre compte que je dois un petit peu modifier des choses parce que j'ai un peu envie de toujours garder cette ligne que j'ai de parler de moi, mais aussi de continuer en fait à parler de choses que je trouve pas tabou nécessairement. Bon, il y a des choses, je parle dans mon spectacle de certains sujets qui sont considérés comme clairement tabous dans la société, mais je pense que le trouble, en tout cas le TDAH, est clairement quelque chose de méconnu et qui en fait au final peut être très, très marrant aussi, quoi. Et je pense que au final ça se voit un petit peu que je suis TDAH sur scène. S'il y a des neuropsys ou des psychiatres ou quoi qui sont déjà venus me voir sur scène, je pense qu'ils l'ont diagnostiqué à des kilomètres. Mais j'ai envie d'en parler parce que ça me ressemble et parce que c'est marrant et parce qu'en fait ça peut éduquer des gens, et que je me rends compte que là ici ça fait le nombre de fois où il y a des gens qui sont venus me parler en fin de plateau après un sketch seulement de 10 minutes et qui viennent me dire mais je me reconnais tellement, quoi, parce que moi aussi je suis hypersensible, ah oui moi aussi, et en fait je pense qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas au courant que c'est pas qu'on est juste on se ressemble un peu, non, on a vraiment quelque chose en commun. Et j'ai envie de pouvoir unifier les gens qui se sentent comme ça, et aussi faire comprendre aux gens qui ne sont pas comme ça, et faire rire aussi. Et je trouve que c'est ça qui est toujours le plus marrant, quoi. Et comment tu t'es fait diagnostiquer ? Enfin, pour quelle raison, tu vois ? Alors pour quelle raison ? C'est parce que je me rendais compte qu'il y a vraiment quelque chose qui n'allait pas. C'est un sentiment qui remonte à l'enfance, où il y a plusieurs symptômes, il y a plusieurs émotions qu'on a ressenties, il y a plusieurs actes, il y a plusieurs attitudes qu'on a quand on est plus jeune, qu'on a quand on grandit. Et en fait, on se rend vraiment compte que ça, c'est pas normal, dans le sens où quand on regarde autour de nous, les gens n'ont pas du tout tendance à être comme ça, ou à agir comme ça, ou à penser comme ça. Et en fait, il y a vraiment un sentiment de, en fait, je pense que je suis fou. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose. Enfin, il doit y avoir quelque chose. Sinon, s'il y a rien, c'est problématique, quoi. C'est assez difficile comme réflexion à avoir. Et en fait, j'avais une amie d'enfance avec qui on a vécu énormément de choses, et qui, elle, est un peu sur justement ce chemin de diagnostic. Elle est un petit peu plus loin que moi sur le chemin. Et en fait, là maintenant, on a encore des contacts, on parle encore. Et en fait, je pense qu'à travers nos messages et à travers nos souvenirs d'enfance, elle s'est rendue compte, elle aussi, en fait, que moi, j'étais clairement TDAH. Et donc, elle m'a un petit peu conseillé. J'ai regardé pas mal de choses sur les réseaux sociaux au début. Et en fait, je suis tombée sur des pépites sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Il y a tellement de comptes qui en parlent et qui sont tellement chouettes. Et là maintenant, je me rends compte qu'avant, j'aimais pas Instagram, j'arrêtais pas de tomber sur des femmes enceintes. Ça me saoulait de ne tomber que sur ça, que sur des annonces de on va avoir un bébé. Je ne tombais que sur ça, quoi. Et là maintenant que je me suis intéressée au TDAH et que je regarde un petit peu ça, l'algorithme a tellement compris, et il est en train de me sortir que des trucs du TDAH. Et en fait, c'est tellement bien, parce que ça permet vraiment pas de s'auto-diagnostiquer. Je dis pas de s'auto-diagnostiquer, mais en fait déjà de se renseigner sur ce que c'est. Et par la suite, j'ai eu le contact d'une neuropsychologue, et j'ai pris contact avec elle. Et c'est une neuropsychologue qui est spécialisée dans le TDAH, particulièrement chez l'adulte. Chose qui est très peu courante en Belgique, en France et en Europe en général. Et j'ai pris contact avec elle, j'ai été la voir, et en fait, très vite, ça se fait diagnostiquer. J'ai eu la chance aussi, en fait, quand j'étais plus jeune, d'avoir passé un test de QI. J'en parle justement d'ailleurs dans mon spectacle. Et en fait, c'est là aussi où je me rends compte que, en fait, je parlais déjà de ça depuis des années, et qu'en fait, il y a un vrai lien, tout a un lien, tout. Enfin, j'ai l'impression de débunker un spoiler d'un film, d'un film ou quoi que ce soit, mais tout a un lien, quoi. C'est fou, vraiment. Quand j'ai réfléchi un petit peu, je me dis vraiment, il y a moyen de tout relier, et j'ai vraiment envie de tout raconter, et tout raconter en blague.
Et donc oui, le test de QI que j'avais fait quand j'étais plus jeune criait au TDAH, quoi. Ça se voyait. Malheureusement, la neurologue de l'époque n'était peut-être pas assez informée sur le sujet, parce que en Belgique, on est extrêmement en retard psychologiquement parlant sur tout ça, comparé aux États-Unis par exemple. Mais elle a mal étalonné mon test de QI, elle a mal interprété mes points, elle a mal interprété, et donc elle m'a posé un diagnostic qui en fait était un diagnostic qui a été très difficile à porter pendant très longtemps, et de par moi-même, parce que j'avais une certaine image de moi-même, mais aussi avec mes parents, où ça a été très compliqué, parce que on a un certain diagnostic, et donc il y a certaines attentes de la part de son entourage. Et en fait, c'est ça, au plus on grandit, on plus se dit, mais attends, mais ce diagnostic, en fait, il est faux. Enfin, en fait, je me rends compte que c'est pas possible, en fait. Et au fur et à mesure, on apprend, et en fait, on se rend compte que, oui, en fait, si ce diagnostic oui, en fait, il est vrai, mais pas seulement, en fait. C'est parce qu'en fait, il est englobé par un truc qui est beaucoup plus gros et qui est beaucoup plus vrai, au final. Ouais. Et donc, et de là découle l'hypersensibilité, découle l'impulsivité, l'agressivité, l'hyperactivité, tout ça, quoi. Du coup, qu'on mette vraiment un nom sur ça t'aide ? Ça m'aide sans nécessairement que j'ai envie que ça devienne une étiquette. J'ai pas envie, après je dis ça, c'est marrant quand même, parce qu'au final j'en parle dans un podcast, mais j'ai pas envie en fait qu'on me labellise comme la fille qui a un trouble, quoi. Oui. Parce que c'est ça, ou la fille qui est malade, parce que déjà c'est pas une maladie, en fait on n'en guérit pas, hein, on vit avec. Et j'ai pas envie d'être cette personne qu'on catégorise et qu'on labellise, et que, un peu comme quelqu'un qui serait autiste, ou quelqu'un qui est dyslexique, ou quelqu'un qui, peu importe en fait, hein, qu'on mette juste en mode, ah oui, mais en fait on va pas faire ça parce que t'es comme ça. Ouais. Et j'ai pas envie de ça, j'ai envie de prouver quand même que je suis capable de faire des choses, mais j'ai envie d'en parler, parce que je pense que il y a trop une pression, quoi. Et on a beau dire que les gens, il y a une pression en général et tout ça, et la société met une pression, et les réseaux sociaux mettent une pression, et les carrières mettent des pressions aux gens, tout met des pressions. Mettre des pressions, dépression aussi, MDR. Ouais. Humoriste, je fais des jeux de mots. Non, mais tout met une pression sur les gens en général. Ouais. Malheureusement, les gens qui souffrent d'un trouble du TDAH, souffrent encore plus de cette pression, parce qu'en fait ils se rendent compte que eux ne sont pas normaux, et que il y a un truc, et c'est pire encore pour ceux qui ne sont pas diagnostiqués, parce qu'en fait on vire vers une folie, quoi. On se dit, mais c'est pas possible d'être aussi bête, ou c'est pas possible d'oublier autant, ou c'est pas possible de... Et donc je pense que mettre un nom, je dis pas nécessairement qu'il faut faire tous les tests et pour être diagnostiqué à 100%, mais en fait un minimum se renseigner, poser un diagnostic, c'est toujours aussi intéressant, parce qu'on peut aussi après se diriger vers éventuellement un traitement. Je dis un traitement, et c'est pas une guérison. Il y a certaines personnes qui prennent des médicaments, c'est pas du tout en vue d'une guérison. Les médicaments ne guérissent pas, ils adaptent un petit peu mieux, ils aident à s'adapter, mais il n'y a pas du tout de guérison. Et je pense que mettre un diagnostic, ça ouvre aussi la porte éventuellement à des outils tels que des médicaments. Alors il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, ça c'est, vous faites comme vous voulez. Mais en règle générale, je pense qu'un diagnostic, pour quoi que ce soit, tout est bon, quoi. C'est comme si t'as mal au bras, oui, très bien, tu peux ne pas utiliser ton bras pendant une semaine, mais si tu as le diagnostic que tu as une tendinite, ok, tu sais ce que tu dois faire, et au bout de X jours de repos, tu n'auras plus de tendinite, et c'est bon, en fait. Et je dis pas que le TDAH est aussi facile qu'une tendinite, mais je pense qu'en fait, parfois mettre un diagnostic, c'est pas se victimiser, c'est pas se catégoriser, c'est pas se mettre dans une case. C'est juste s'accepter et mieux se comprendre, en fait. Ouais. Parce que si on se renseigne, mais en fait, il y a quoi de mieux que pour comprendre ce qu'on est si on ne se renseigne pas. Cette phrase n'est pas du tout française, je pense. Mais on s'est compris. Mais je pense qu'on t'a compris. Mais il y a aussi plus de personnalités qui en parlent quand même aujourd'hui. Enfin, en tout cas, qui parlent du fait qu'elles aient ce trouble. T'as l'impression qu'il y a quand même un changement de mentalité quand même par rapport à il y a quelques années où déjà, t'es petite et on diagnostique même pas ça. On est un peu plus ouvert, entre guillemets, même si y a encore beaucoup de boulot, hein, on est d'accord, mais... Ouais. Je pense que les gens qui en parlent et qui se font bien voir sont principalement des Américains. Et ça, c'est très bien, ça, c'est trop chouette. Je dis c'est trop chouette pour en fait la population américaine en général, en fait, des États-Unis du moins.
parce que je trouve ça tellement bien en fait que eux au moins ils n'aient pas de problème avec ça et que eux au moins alors il y a plein de trucs sur lesquels ils sont pas du tout éduqués et tout ça, on le sait tous, hein, les gamines enceintes à 15 ans parce qu'elles étaient pas au courant, c'est horrible, mais au moins sur ça ils sont au courant quoi, et c'est ça en fait que je trouve fou. C'est ça que je trouve fou aussi avec les États-Unis, c'est qu'ils sont au courant de certains trucs et pas du tout d'autres. Enfin, c'est vraiment c'est un choc des cultures quand on y pense, mais je pense que eux au moins ils sont bien quoi. C'est chouette. Malheureusement, nous ici, c'est que vu que c'est tellement peu banalisé que la moindre personne qui va le dire, en fait, va être lynchée et va être mais c'est un truc qui n'existe pas, c'est un truc qui existe que chez les enfants, parce qu'en fait tout ça malheureusement n'est pas encore arrivé avant que des acteurs ou des comédiens ou des musiciens ou des artistes ou peu importe, avant que des gens commencent à le dévoiler aux États-Unis. En fait, les gens étaient déjà au courant que c'était un trouble, quoi. Les gens étaient déjà au courant que ce que ça engendrait, ce que c'était. Et donc, c'est pour ça, en fait, que ça a donné une vraie valeur, en fait, au témoignage que les gens ont eu par après. Je pense que là, ici, en Belgique, le fait de dire ouais je suis TDAH, les gens ils vont te regarder, ils vont faire c'est quoi. Moi la plupart du temps quand j'en parle sur scène, les gens ils sont là c'est quoi un TDAH quoi. Ou ils vont en fait avoir le truc directement, c'est cette espèce de vieux cliché que c'est le gamin de 8 ans qui court partout, il a une chaussure, il a son sac, il a à moitié ouvert, il a jamais son carte, enfin il a jamais son livre avec, ou ce genre de truc. Non, c'est ça, c'est ce gamin de 8 ans là qui est complètement qui ressemble à rien, mais c'est plein d'autres gamins et plein d'autres gamines aussi et c'est ça aussi le plus gros problème, c'est qu'on a tendance à mettre ça comme quoi ce serait un trouble exclusivement masculin. Et c'est ça en fait où je trouve qu'il y a encore plus une pression chez les personnes et principalement donc chez les femmes qui souffrent du TDAH. C'est qu'en fait, on a déjà la pression sociale enfin, j'ai vraiment pas envie de rentrer du tout dans un débat féministe et dans un monologue féministe, mais on a déjà un peu cette charge mentale déjà de devoir mieux gérer l'administratif, mieux gérer faire les lessives, machin, bidule, tout ça. Et en fait, on a un peu ce truc alors que moi, je vis toute seule, mais j'ai un peu ce truc je suis une femme, je devrais savoir faire tout ça et tout ça. Et en fait, le TDAH, il m'impacte dans ces trucs aussi basiques que ça, quoi. Faire la lessive, là, je vais pas te mentir, j'ai lancé une machine hier. J'ai pas été la sortir. Je vais devoir la relancer aujourd'hui. Enfin, tu vois, je vais devoir c'est là, je ne t'ai pas proposé de visiter mon appartement parce que ma vaisselle n'est pas faite, parce que hier j'ai fait une soupe, parce que j'ai aucune idée de quoi manger et parce qu'en fait tout ça impacte sur le quotidien, quoi. Hier, j'ai été impactée quasi toutes les heures, j'ai été impactée par mon TDAH. Alors, est-ce que c'est parce que aussi j'ai pas pris médicaments et donc du coup je ne me suis pas donné les moyens? C'est possible, mais il y a vraiment ce truc c'est tellement pas connu qu'en fait ce n'est pas valorisé, quoi. Et donc ça c'est très compliqué. Après moi je travaille maintenant là dans l'enseignement, c'est trop chouette parce qu'au moins c'est quelque chose qui est clairement reconnu, vu qu'on maintenant on sait, et que enfin c'est pas maintenant mais c'est que depuis des années on dit toujours le TDAH c'est uniquement chez les enfants et chez les adolescents. Là au moins moi je suis à fond dedans et c'est incroyable parce que j'ai plein d'élèves qui sont TDAH et j'ai plein d'élèves qui sont TDA et j'ai plein d'élèves qui sont TDAH et j'ai plein d'élèves qui sont juste hyperactifs et et en fait c'est incroyable parce que ça me permet de me sentir en fait un peu plus à ma place, quoi. Et c'est bizarre parce que je me sens plus maintenant à ma place dans une école, je me sens plus maintenant à ma place quand je suis prof qu'à l'époque quand j'étais élève, parce qu'à l'époque quand j'étais élève j'étais tellement pas à ma place que je ne me faisais pas du tout inclure et j'ai subi énormément d'harcèlement quand j'étais plus jeune parce que t'es pas la même, parce que t'es différente. Il y a le physique aussi qui a beaucoup joué, mais il y a c'est tout ça il y a eu énormément de harcèlement et là maintenant quand j'y réfléchis, je me dis encore une fois mais le TDAH explique, ça n'excuse rien, ça n'excuse pas le fait que j'étais harcelée évidemment. Ça n'excuse pas non plus les attitudes que j'ai pu avoir quand j'étais plus jeune, mais au moins ça les explique et je me dis si j'avais été diagnostiquée plus tôt, ça aurait peut-être pu aider quelque chose. Et d'un autre côté, bon. Oui, tu peux pas le changer, quoi. Non, c'est ça. Et du coup, tu as l'impression, par contre, de pouvoir aider justement les élèves que tu as en classe parce que tu es peut-être plus ouverte et tu peux plus les comprendre, en fait. Je pense que après c'est difficile parce que tous les TDAH sont différents et moi j'ai un TDAH qui est très combiné. J'ai un TDAH qui est très puissant, on va dire ça comme ça, qui est vraiment très impactant et je le ressens beaucoup.
Et donc c'est difficile parce que d'un côté, pour moi, c'est tellement le bordel dans ma tête que déjà comprendre une personne normale, c'est compliqué. Mais alors en plus de ça, comprendre quelqu'un qui a aussi un bordel dans sa tête, c'est très difficile. Mais d'un autre côté, je pense que ça m'aide pas mal parce que je sais que, ben voilà, au moins je sais que ça sert à rien de leur dire 18 ordres, enfin 18 consignes d'un coup à l'oral. Parce qu'en fait, je sais très bien qu'il y en a 4 qui vont me regarder et qui vont dire c'était quoi le premier truc qu'on devait faire. Et en fait, moi je me rends compte quand j'étais à l'école et que en fait c'est ça, j'essaie de beaucoup me revoir quand moi j'étais à l'école et voir comment est-ce que les profs interagissaient avec les élèves. Et quand il y avait un élève qui le prof arrivait en classe, il disait alors vous ouvrez votre livre, vous prenez sa page machin, on va faire l'exercice machin bidule tout ça. Et que 5 minutes après, il y avait un gamin qui était là, monsieur, c'est la page combien qu'il faut prendre? Et en fait, t'es là, mais oui, mais c'est normal qu'il n'ait pas suivi parce que tu lui as donné 45 indications à la suite. Et moi, parfois, j'ai aussi cette erreur-là, ou parfois aussi, j'arrive et j'ai dit mon truc. Et après, je me rends compte qu'il y a des élèves qui ne suivent pas et ça me frustre un petit peu. Et en fait, c'est à nouveau, c'est une question de réflexion et de se remettre en question et de à chaque fois donner la meilleure version de soi-même et essayer un maximum d'ouvrir son empathie et sa bienveillance et essayer de comprendre un maximum les autres. Mais je pense que je réussis quand même pas mal, quoi, parce que j'arrive quand même à mettre aussi en place des choses pendant mes cours. J'essaye d'être très visuelle, j'essaye de leur donner des mémos techniques ou quoi que ce soit. Et j'essaye vraiment de faire en sorte que tout le monde se sente à sa place, du moins. Ouais. Et d'autant plus ceux qui ont un TDAH aussi. J'autorise par exemple les élèves à se mettre debout s'ils ont besoin à un moment de se mettre debout en classe. Il n'y a pas de stress pour moi. À partir du moment où tu commences pas à faire ta gymnastique sportive en classe, il n'y a pas de stress. Tu peux te mettre debout. Pour moi, ça va rien changer au fait que tu ne vas pas suivre mon cours. Donc, ou que tu vas suivre mon cours. Parce qu'en général, ils suivent. C'est bien, ce sont des bons élèves. Mais non, je pense que je suis un peu ouverte par rapport à ça. J'essaye, en tout cas. Et j'espère aussi. J'espère l'être. Et j'espère que si un jour je ne suis pas agréable avec mes élèves, qui se sentiront en confiance de me dire en mode madame, par contre, là, vous n'êtes pas sympa ou quoi que ce soit. Et j'espère, en tout cas. Parce que je pense que c'est le plus important pour eux, en fait, qu'ils se sentent à l'aise. Et particulièrement ceux qui ont un TDAH, en fait, qui se sentent pas mis de côté, qui se sentent pas considérés comme des handicapés, en fait, et comme des débiles, ou peu importe. Alors qu'en fait, non, c'est juste qu'ils ont juste besoin d'adaptation, quoi. Ouais. Alors que c'est déjà suffisamment dur comme ça, quoi. Oui, c'est ça. Et si déjà pour moi c'est difficile, j'ose pas imaginer pour eux qui sont vraiment à fond dedans, parce que bon, moi je dois plus me lever, j'ai plus autant d'obligations que quand j'étais en secondaire, hein. Il y a comme aussi toutes ces obligations-là, la vie avec les parents aussi, qui peut pas mal influer aussi sur les émotions et sur comment est-ce qu'on va réagir ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est vrai que moi, je suis déjà un petit peu plus loin, mais je me revois, en effet. Moi, je donne cours à des élèves qui ont entre 13 et 15 ans. Quand je me réimagine entre 13 et 15 ans, je me rends compte qu'il y avait déjà beaucoup de trucs qui étaient déjà difficiles. Donc si en plus de ça, le cours d'anglais, je suis prof d'anglais, quoi. Si en plus de ça, la prof d'anglais, elle est chiante et elle est désagréable et qu'elle me met mal à l'aise, ça va pas aller, quoi. Donc j'essaye de moi. J'essaye. Et est-ce que tes élèves savent que tu fais du stand-up à côté ? Alors malheureusement oui, parce qu'en octobre j'ai joué pendant les vacances de Toussaint, qui ne s'appellent plus les vacances de Toussaint, qui s'appellent maintenant les vacances d'automne, je pense. J'ai joué donc pendant les vacances d'automne, donc fin octobre, début novembre. Et je reviens à l'école après, et là je croise dans le couloir une élève, mais que je n'ai absolument pas. Elle n'est même pas dans ma classe, quoi. Elle n'est même pas dans une des. Enfin, je donne cours dans 3 classes. Elle n'est même pas dans une des 3. Et elle vient près de moi et elle me dit Madame Garcia, je vous ai vue sur scène pendant ces vacances. Et j'étais là quand ça? Je veux savoir laquelle, parce qu'il y a des scènes parfois où je dis vraiment des choses qu'il faut vraiment pas dire devant des enfants de 15 ans. Et donc je dis quand ça? Elle me dit un jeudi à tel endroit. Et j'étais là. Et je lui ai dit c'est gênant, et elle m'a dit oui, un petit peu. J'ai dit ça c'est pas sympa par contre. Et en fait je me suis rendu compte que à partir de ce jour-là et dans les jours d'après, je commençais à avoir beaucoup de visites sur mon profil. Alors j'ai pas d'application pour commencer à voir et tout ça, mais en fait je suis quelqu'un qui est très visuel au niveau des pseudos sur Instagram. Et donc j'ai une facilité à me rendre compte que telle personne ne me suit pas, ou parce que j'ai pas non plus énormément d'abonnés. Donc et en fait et puis aussi je voyais des likes et qui s'enlevaient vite, et je me dis c'est dommage, j'ai quand même déjà eu la notification, et puis j'ai eu le temps de voir ton nom, et donc en fait je savais très bien que c'était une de mes élèves, et donc
Et donc pendant 2-3 jours, pendant genre 48 heures, je les ai pas vus, mes élèves, donc je pouvais rien faire en quelque sorte. Je les voyais juste venir sur mon profil et je savais rien faire. Et donc je me suis dit que j'allais faire un... il fallait que je fasse quelque chose par rapport à ça, quoi. En fait, je pouvais pas les laisser parce que bon, si c'est ça, c'est pas parce que ok, c'est marrant, Madame Garcia, elle fait des vidéos sur Internet, mais en fait, c'est pas nécessairement votre âge et ce que je dis, j'ai pas nécessairement envie que moi après ça me retombe dessus parce que à nouveau, il faut que vous fassiez la différence entre Madame Garcia qui est prof et Oriane Garcia qui fait du stand-up, c'est pas les deux mêmes personnes, quoi. Donc c'est normal, je vais jamais dire des choses devant mes élèves, des choses que je vais dire sur scène, ça il faut pas déconner. Mais j'ai dû rebondir là-dessus et donc je me suis dit il y a un jour où je suis arrivée à l'école et j'avais les 3 classes les unes à la suite des autres et pour les 3 classes je suis arrivée à l'école et je suis rentrée dans la classe et j'ai fait alors je suis très déçue de vous tous parce que ça fait 1 mois que je suis votre prof maintenant et c'est que maintenant que vous avez décidé de me stalker sur Instagram et donc là les 3 classes ont à chaque fois eu la même réaction de quoi et alors des réactions qui sont vraiment choquées, des autres où bon je sais, ne fais pas non plus ta choquée, je sais que tu as liké hier sans faire exprès une de mes publications et donc il y a vraiment eu ce truc de haha c'est marrant et je leur ai dit mais ok vous savez quoi, on va tous ouvrir Instagram maintenant, vous allez tous aller maintenant sur Instagram et après vous fermez tous Instagram et on se fait la promesse que vous y retournez plus. Et ils m'ont dit, ils ont trouvé ça très marrant, ils ont trouvé ça chouette comme compromis. Et donc ils ont accepté et ils sont tous allés sur mon profil Instagram 35 secondes. Je leur ai demandé de quitter Instagram et puis voilà. Et a priori, ça fonctionnait bien jusqu'à là, ici, il y a quelques semaines. Sans faire exprès, à un moment, je regarde comme ça les gens qui ont regardé ma story. Et puis à un moment, je vois un compte Instagram où je me dis, mais tiens, ce compte Instagram, je sais qui c'est, quoi. Et donc là, j'ai décidé de step up un petit peu la punition. Et donc, je suis arrivée le lendemain à l'école et j'ai dit, bon, on avait un compromis. Normalement, personne n'était censé revenir sur mon Instagram, mais vu qu'une personne l'a fait, il y aura un exercice coté lundi en première heure. Ouh. Et là, ils ont tous madame, c'est dégueulasse, wesh, madame. Et alors, c'était très marrant parce que c'est une classe de 24 élèves. Il y en avait 23 qui ripostaient. Il y en avait une qui n'a rien dit. Pendant 10 minutes, elle n'a rien dit. Et en fait, ça se voyait que c'était elle. Et en fait, ils étaient tous tellement dans leur truc de ouais, madame, c'est dégueulasse, vous n'avez pas le droit. Si, j'ai le droit. Je vous préviens en plus. Je vous préviens 3 jours à l'avance. Vous avez tout le week-end pour travailler là-dessus. Donc, je vous préviens. Franchement, je trouve ça même cool de ma part, quoi. Et en fait, c'était tellement marrant, quoi. Et en même temps, ils ont passé l'exercice coté. Ils ont tous super bien réussi. Il y a personne qui a été pété. Ouais. Et donc, en fait, je pense que c'est ça aussi. En fait, c'est leur apprendre des trucs. J'ai pas envie de dire non plus que je suis prof de citoyenneté, mais je trouve ça marrant, en fait, de parfois les inculquer de vrais trucs, parce que je suis pas une vraie prof. J'ai pas c'est ça. Moi, j'ai été engagée comme prof parce qu'ils ont besoin de gens qui parlent anglais pour donner cours d'anglais. Mais moi, je ne suis pas prof, donc je n'ai pas été, je n'ai pas eu les formations ou quoi que ce soit. Ouais. Et en fait, moi, je trouve ça, quand moi je repense à mes profs d'anglais, je repense à ceux qui suivaient le livre et qui étaient chiants, en fait, où les cours d'anglais étaient chiants. Et je repense à tous mes cours où en fait non, les profs instauraient, enfin il y avait des débats, il y avait des trucs, il y avait des blagues, c'était marrant, il y avait on essaye de parler d'un truc que vous connaissez et tout ça. Maintenant c'est trop bien. Moi je donne cours avec des élèves qui ont entre 13 et 15 ans. J'ai à peu près un peu plus de 10 ans qu'eux. C'est trop bien. Moi, je connais TikTok, je connais Instagram, je connais YouTube. On regarde plein de trucs. Je suis sûre et certaine que si on compare ce qu'on regarde sur YouTube, on regarde les mêmes trucs. Hein. Et en fait, ça qui est trop bien, c'est que moi, pour mon cours, je peux me permettre de faire des blagues déjà parce qu'ils savent que je fais du stand-up. Donc, ils savent que j'aime bien les blagues. Des fois, c'est marrant. Parfois, mes blagues, elles placent. Parfois, ils me trouvent super gênante. Et moi, ça me fait tellement rire d'être la prof gênante et qui fait des blagues nulles et qui rigole toute seule devant son tableau. J'adore ça, quoi. Mais je me permets aussi de parler des trucs qu'ils connaissent. Les réseaux sociaux, ça me permet aussi de parler de trucs qui ne sont pas nécessairement bien sur les réseaux sociaux et toujours avoir un lien avec les cours d'anglais. Et en fait, c'est ça que je trouve trop bien, quoi. C'est ça que je trouve vraiment trop bien. Être prof, pour moi, c'est ça, en fait. C'est pas juste vomir de la matière à des élèves et qui doivent la bouffer, quoi. C'est vraiment juste... En tout cas, moi, c'est les cours qui m'ont le plus intéressé. Dans toute ma scolarité, c'est les profs qui sont le plus intéressés et qui te font passer 50 minutes bien. En fait, t'as envie de revenir au cours d'après, quoi.
Tu penses à monter un jour sur scène en anglais, à jouer en anglais? Je joue déjà en anglais. Je joue déjà en anglais. Enfin, j'ai déjà fait plusieurs scènes en anglais. J'ai un petit peu arrêté parce que justement avec le diagnostic, le spectacle, le travail et tout ça, il y avait un peu trop de trucs dans ma tête pour que je continue. Mais là, ici, je vais reprendre parce que j'aimerais bien en fait pouvoir aussi à nouveau faire énormément de scènes en anglais. Là, ici, je remonte sur scène en anglais. Le Kings of Comedy Club va commencer à proposer des plateaux anglophones. Et donc, ça va être vraiment cool. Et c'est Lisa Delmoitier qui hoste la soirée. Lisa Delmoitier, une grande humoriste aussi, très très drôle. Et elle hoste la soirée. Il me semble que c'est le 9 février et le 9 mars. Et moi, en tout cas, je suis sur la line-up du 9 mars, a priori. Excellent. Donc ouais, mais c'est chouette aussi. Le stand-up en anglais, c'est pas du tout la même chose, par contre, je trouve. Ouais. Mes vannes sont les mêmes, mais le delivery n'est pas du tout le même. Et parfois, les punchs ou la fin d'une blague peut vraiment fonctionner en anglais. Et si on essaie de la traduire en français, ça va pas du tout bien donner. Et c'est ça qui est parfois un petit peu compliqué dans l'adaptation. Et au final, je me dis, Oriane, tu as fait des études de traduction et interprétation. Tu es la meilleure. Tu es la meilleure pour pouvoir traduire tes propres textes. Donc... Voilà, c'est juste creuse-toi les méninges et fais des bonnes traductions de tes textes. Mais je pense que ça peut vraiment bien fonctionner. Et c'est tellement chouette. Le stand-up en anglais, c'est tellement chouette. J'adore regarder aussi du stand-up en anglais. J'adore ça. Excellent. Surtout, comme tu disais, vu que c'est pas le même stand-up, ça t'ouvre aussi à d'autres choses, quoi. Je trouve, en fait, ça ouvre à des autres façons de raconter des blagues, mais ça ouvre aussi une autre façon de raconter. Enfin, je dis la même chose, mais c'est... de quoi parler déjà, et c'est aussi de la façon dont on va amener le sujet et la façon dont on va en parler. C'est tellement différent, je trouve, en anglais et en français. Vraiment, c'est... Mais c'est tellement chouette après, de toute façon. Et ton premier spectacle, alors que tu es en train de rôder, tu penses pouvoir le présenter le produit fini quand ? Ouf, alors ça vraiment, j'espère pouvoir apporter toutes les modifications, les grosses modifications vraiment là ici dans les prochaines représentations. Sachant que la prochaine est le 26 février, dimanche 20h au Kings of Comedy Club. Non, c'est ça, et j'aimerais bien apporter le plus de modifications le plus vite, mais là je suis incapable de dire, et j'ai pas envie de me mettre une pression par rapport à ça, et je pense que je serais de toute façon incapable de mettre une pression parce que je vais dire, je vais le faire ça, et puis en fait au final ça va pas du tout être fait à ce moment-là, et donc je vais me sentir encore plus mal de pas l'avoir sorti à ce moment-là. Mais j'espère vraiment que d'ici fin 2023, ça aura fait 1 an que je l'ai sorti. Donc j'espère qu'il y aura eu à peu près 10 représentations. J'espère vraiment d'ici fin 2023 l'avoir joué 10 fois. Et du coup, j'espère d'ici fin 2023 pouvoir arriver au plus proche du travail que j'aimerais faire. Après, j'aimerais bien aussi que ce soit même fait avant, si c'est possible, bien évidemment. Enfin, si j'y arrive avant, ça me ferait plaisir, parce que ne sait-on jamais que le Festival d'Avignon m'appelle cette année avec un spectacle. On ne sait jamais. Petit appel. C'est ça. Et il y a d'autres choses que tu aimerais faire, d'autres univers que tu voudrais tenter, séries, web-séries, théâtre alors le théâtre, je pense que à l'époque oui. Là maintenant, c'est un petit peu moins quelque chose qui me plairait, mais je pense que là maintenant, ce qui me plairait énormément, c'est le métier d'acting, de comédien. Ça me ferait énormément kiffer. J'ai déjà fait un casting pour une série où finalement je n'ai pas été prise. C'était triste, mais bon, voilà. Non, j'aimerais beaucoup voir en fait ce dont je suis capable, parce que je pense que je suis capable de trucs sympas, parce que vu que j'ai beaucoup d'émotions, je pense que je peux en transmettre pas mal, et donc j'aimerais bien voir en fait ce dont je suis capable. Sinon, j'aimerais bien aussi un peu tester tout ce qui est le milieu de la chronique, ce principe. J'adore parler, je parle vite, j'adore raconter des histoires. J'aimerais vraiment bien pouvoir faire ça, mais là pour le moment c'est clairement de ma faute. Là en question de chronique, c'est vraiment à l'humoriste de contacter des radios. Et malheureusement, c'est pas malheureusement, c'est juste de ma faute, je n'ai encore jamais pris le temps de contacter des radios ou quoi que ce soit, mais
j'y pense pour septembre 2023, éventuellement faire une rentrée à la radio en septembre 2023. Et tu saurais rajouter ça à ton planning, enfin, comme il y a déjà les cours, plus les plateaux, les spectacles, etc. Je pense que tout est combinable. Ça va être compliqué, d'autant plus avec mes difficultés d'organiser les choses. Mais je pense que justement, si au final, s'il y a une certaine récurrence et si en fait tout a sa place, il y a beaucoup plus de facilité pour tout enchaîner. Je pense qu'il y a moyen, ouais. Après, il faut voir les radios, à quelle heure c'est. C'est vrai que voilà, là, ici, la plupart du temps, moi, je donne cours principalement le matin. Ouais. Mais après, voilà, après, c'est vrai que voilà, s'il faut aller à la radio à 7h du matin, ben, c'est faisable, quoi. C'est faisable. Tout est faisable, je pense. Tout est une question d'organisation et parce qu'au final, c'est aussi des horaires à voir et à accommoder. Mais je pense que ouais, ça pourrait se rajouter dedans. Ce serait compliqué, mais je pense qu'il y a un moment aussi où il faut peut-être que j'ai ça, en fait, avoir beaucoup pour qu'il y ait un moment où j'ai envie vraiment de tout organiser et que tout se passe bien. Et j'en ai vraiment envie, donc je pense que s'il y a un moment où j'en ai vraiment envie, là ici, la vie que je vis là maintenant, j'en ai au final vraiment envie. J'adore être prof, j'adore faire du stand-up, j'adore avoir un copain, donc j'adore vivre un peu toutes ces vies-là séparément et les unes un peu dans les autres et tout ça. J'adore ça et je pense que c'est compliqué par moments, mais au final, je suis satisfaite là actuellement comment je suis. Donc je pense qu'il faut juste que je m'adapte bien et que je mette tout bien en ordre, mais a priori ça irait, j'espère. Tu te vois vivre un jour à 100% de tes projets plutôt artistiques ? Je me vois pas parce que j'ai aucune je suis incapable de voir, enfin de me projeter dans l'avenir. J'ai énormément de mal avec ça, par manque de confiance en moi, je pense, principalement, et aussi parce que j'ai un peu on va dire ce pessimisme de l'avenir, où je sais pas vraiment s'il y a vraiment un avenir. Donc c'est un peu de ça, en fait, où j'ai un peu du mal à me dire, mais en fait, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de commencer à faire des plans sur la comète alors que en fait, rien que là, il y a certaines choses où t'es là, ouais, ça c'est compliqué. Donc franchement, je sais pas, mais j'aimerais évidemment, oui, je pense que si je me voyais pas un jour vivre à 100% là-dedans, j'aurais pris un temps plein en tant que prof. Ouais. J'aurais pris un temps plein. Là, ici, je me suis dit non, je me prends un mi-temps pour pouvoir... Là, ici, je joue ce soir. Je vais jusqu'à loin à 9. Je reviens ce soir. Je travaille demain. À 9h, je donne cours. Donc, après, ça va. C'est à 9h, ça va. Mais j'avais envie de me prendre un mi-temps pour être sûre et certaine d'avoir le temps et de donner des cours de qualité et pouvoir continuer à écrire et pouvoir me donner à fond dans le stand-up. Et là, en tout cas, jusqu'à présent, je travaille en tout cas comme prof depuis septembre et tout va bien jusqu'à présent. Donc, franchement, je m'en sors assez bien. T'es fière d'avoir osé lancer ce message à Guillermo Guise qui finalement fait que aujourd'hui, en fait, comme tu le disais, t'adores tout ce que tu fais? Je pense que ouais, je suis très fière et je suis très satisfaite de moi d'avoir osé d'envoyer ce message. Mais après, je suis surtout très reconnaissante. En fait, c'est surtout ça, c'est beaucoup de reconnaissance j'ai beaucoup de reconnaissance pour Guillermo Guise, envers Guillermo Guise, je sais pas comment est-ce qu'on dit. Envers, ouais. J'ai beaucoup d'admiration, quoi. C'est vraiment, je suis tellement je suis tellement reconnaissante envers lui de m'avoir répondu déjà, et en fait de m'avoir aussi un minimum suivi dans mon parcours, parce qu'en fait mine de rien, je lui ai envoyé un message il y a un peu plus de 3 ans là maintenant, il y a 4 ans là maintenant, enfin oui, maintenant ça fait 4 ans du coup que j'ai envoyé un message, qu'au final 2 ans après il m'a envoyé des messages pour venir que je vienne faire ses premières parties. Je trouve ça incroyable, donc j'ai beaucoup de reconnaissance envers lui, et d'un côté oui, je me félicite quand même un petit peu de ce jour-là, si je peux utiliser une expression de ma mère, m'être sorti les doigts du cul et avoir envoyé ce message, quoi. Parce que vraiment j'y croyais pas, et comme je disais à Toto, je m'attendais à rien et j'y croyais pas, et au final me voilà. Donc c'est chouette. Je vais te poser la dernière question du podcast. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait dans n'importe quel domaine? Dans n'importe quel domaine, c'est tellement une genre de question où là dans ma tête ça part dans tous les sens. Je pense que qu'est-ce que j'aimerais oser faire et que j'ai jamais fait,
Je pense partir à l'étranger toute seule. C'est un truc qui me terrifie. Ça me terrifie. À l'époque, quand j'ai arrêté mes études, mes parents m'avaient dit mais tu veux pas partir un petit peu essayer de te ressourcer ou quoi. J'ai une sœur qui est partie 3 mois en Australie, j'ai une autre qui est partie 3 mois en Espagne. Et moi j'étais là mais non, j'ai une sœur qui est partie. Il y en a une qui est partie en Erasmus en Argentine, une autre au Canada. Et moi, ça me terrifie, quoi. Vraiment, c'est un truc qui me terrifie de partir et de ne rien connaître et de me sentir livrée à moi-même. C'est un truc que j'ai envie, en fait, d'oser un jour. J'ai envie de me dire, en mode, allez, vas-y, fais ça un jour. Mais ça me terrifie. Et je sais pas si je le ferai un jour, mais je pense que j'en ai envie de mettre ce défi-là. Génial. Merci. Merci à toi. Merci Oriane d'avoir accepté mon invitation. Je vous mets quelques liens pour la suivre dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir, notamment sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, en laissant aussi des commentaires et des étoiles sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser pour écouter Compose. Et puis, si vous voulez m'aider à développer ce projet, vous pouvez aussi soutenir financièrement le podcast via Patreon et Utip. Tous les liens sont dans les notes. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.